C'est le quart d'heure habituel pour laisser le temps aux retardataires d'être vraiment en retard. Donc là, c'est notre premier jeudi rouge de l'année 2019. Avant de présenter Nasser, enfin qu'on ne présente pas d'ailleurs, vous avez une rouge Philistère. Il y a un petit carré vert là, dans lequel on a, vous avez toutes les adresses de la modernité communiste, les sites, les trucs et les machins, et en particulier la chaîne YouTube. Donc c'est tout spécialement Michael, Caro qui n'est pas là ce soir, Gérald et un peu Isabelle. Toutes les conférences sont captées, y compris celles qu'on a fait ici, et sont, au fur et à mesure, vont être mises sur cette chaîne YouTube. Alors c'est des conférences, hein, donc ça dure 1h30, 2 heures. Si vous avez une insomnie, par exemple, vous voulez compter les moutons, vous allez sur la chaîne YouTube du Parti communiste et vous pouvez. Alors on a la partie formation régionale qu'on a fait au mois de mars 2018 à Concarneau. Il y a toute une série des conférences ou des interventions ici à Morlaix mais aussi à Brest. Donc ne vous gênez pas. Donc là c'est la première des conférences rencontres qu'on a en 2019, même si on est plutôt sur l'année scolaire. On a une au mois de mars, une au mois d'avril et une au mois de mai, 23 mai certainement. Celle du mois de mars sera consacrée aux questions de migration avec Catherine Vitol de Vanel. Celle du mois d'avril sera consacrée au populisme. Alors on avait pensé, y a-t-il un populisme de gauche? Puis plus globalement, on a étendu la question à le populisme, une balle dans le pied, pour l'interrogation, avec Quétier, qui est un jeune doctorant en philosophie, membre du parti, qui est à l'université de Strasbourg. Et puis on est en discussion avec, comment s'appelle-t-il? Derrien, c'est ça? Qui? Derrien. Derrien peut-être, oui, sur les balcons. Oui, c'est ça. Sur les balcons. Non, c'est pas Derrien. C'est pas Derrien. Bon, bah, Derrien. Bah, tant pis Derrien. Sur la question des balcons, non, il nous a proposé, il est assez intéressé, il est déjà venu des Reims. Voilà, des Reims. Voilà. Là, on a le grand débat consacré à la mondialisation. Alors, beaucoup de nos intervenants, cette année, on les a rencontrés à l'université d'été du parti à Angers, au mois d'août. Et on a été très intéressés par leur intervention, en particulier celle de Nasser sur les questions de la mondialisation, dont on pense qu'elle a commencé il y a quelques dizaines d'années. En fait, elle a commencé il y a quelques centaines d'années, les premiers étant les Vikings, quand ils partent découvrir, en suivant le poisson en particulier, on trouve des traces, ce qui est aujourd'hui le Canada, les grandes découvertes, Magellan, dont on pensait que c'était un garçon assez ouvert, en fait il était assez étroit, surnom l'étroit de Magellan. Et d'autres. Et donc là, voilà. Et puis, juste, il y a un truc. Je suis parti il y a 10-12 ans faire un voyage en porte-container. Ça existe, c'est ça, vous pouvez faire le tour du monde d'ailleurs avec des porte-containers. Moi, c'était modeste. Je suis parti 5 jours en partant de Hambourg jusqu'à Oslo. Et là, moi j'ai compris ce qu'était la mondialisation. Le jour où on a vu rentrer, ce qui était à l'époque un gros porte-container de 10 000 caisses dans le port de Hambourg, qui masquait toutes les lumières du port et de la ville. Aujourd'hui, le Jules Verne de CMA-CGM, c'est 20 000 caisses, quoi. 20 000 caisses, c'est 20 000 équivalent 20 pieds, c'est-à-dire 20 000 containers de
de 6 mètres. Aujourd'hui, vous avez des containers de 12 mètres, même des containers de plus. Ça dépend de la remorque des camions. On dit capacité. Ça fait combien de mètres cubes? Pardon? Ah oui, ça c'est pour le certif, c'est ça? Calculer le mètre cube. Et on s'est dit, donc Nasser nous a présenté une conférence absolument éblouissante, et on s'est dit, paf, voilà, on va le faire venir ici, parce que, 1, ça fait longtemps que ça existe, 2, ça a changé de visage, 3, d'un coup, ça a des impacts absolument incroyables sur l'économie, les relations sociales, même les relations industrielles à l'échelle mondiale. C'est à la fois un déplacement des savoir-faire, des travailleurs, des marchandises. On voit bien par exemple que il paraît qu'on est de la poudre de lait à 6000 carrés qu'on envoyait en Chine, on coupe des arbres qu'on envoie en Chine qui sont revenus. Voilà. Donc il y a des choses qui fâchent, des choses qui ne fâchent pas, en fond. Et comme on est souvent interpellé sur cette question, on s'est dit que ça serait bien de faire un peu le point là-dessus. Nasser, alors vous avez vu, on a payé cher hein, pour l'analyse du télégramme. 3 colonnes, il y en avait tellement qu'on n'avait pas vu. On cherchait un petit machin tout petit et c'était 3 colonnes. Il présente très bien l'ouvrage de Nasser. Il y a certains exemplaires d'ailleurs ici à Poitou, qui est dédicacé et qui présente Nasser, qui a été longtemps, qui est doctorant en économie, qui est militant syndical, comme il se définit, qui a été longtemps animateur du pôle économique de la CGT, qui a présenté la centrale au CESE, et qui présentera mieux que moi. C'est parti pour jusqu'à minuit et demi, le quart. Et voilà le travail. Donc, bonjour et bonjour. Voilà, donc je m'appelle Nasser Mansouri Gilani et mon nom de famille renvoie à mes origines iraniennes. Donc, je suis d'origine iranienne et d'où mon accent aussi. Et donc, j'habite en France depuis 35 ans, hein, on va dire, depuis 85. J'étais réfugié politique et après j'ai été naturalisé. Voilà, point de vue de formation, je suis économiste. J'ai enseigné à l'université de Marne-la-Vallée, à l'université de Jussio. Et puis j'étais, jusqu'à une période récente, donc responsable du secteur économique de la CGT. Et à ce titre, je représentais avec 16 autres camarades, donc la CGT au Conseil économique, social et environnemental. Donc je vais, si vous êtes d'accord, aborder très rapidement quelques aspects de ce qu'on appelle la mondialisation. D'ailleurs, je l'ai mis entre guillemets, parce qu'effectivement, il faut voir de quoi il s'agit. Et après, on va discuter pour voir si éventuellement il y a des points qui méritent d'être un peu plus débattus. Donc, peut-être, ce que je vais essayer de voir avec vous, la problématique essentielle, c'est mondialisation. Et à mon avis, c'est un moment, une phase du développement du capitalisme. C'est un peu ça ce que je vais essayer de voir avec vous. Et donc, on parle maintenant de la crise de la mondialisation. On parle beaucoup, même dans les médias, on parle de la crise de la mondialisation. En fait, ce qu'on appelle la crise de la mondialisation reflète, à mon avis, la crise du capitalisme dans sa phase actuelle du développement. Donc c'est un peu ça la problématique que je vais essayer de développer ce soir. Et donc, la mondialisation, justement, n'est pas un phénomène nouveau, comme l'a à juste titre souligné Dominique, surtout si on entend par là qu'il s'agirait d'une simple multiplication des échanges entre les différentes économies. Et surtout, s'il s'agit des échanges de marchandises et de plus en plus de capitaux. D'ailleurs, lorsqu'on lit un peu ce que disent les libéraux, lorsqu'ils parlent de la mondialisation, ils disent la mondialisation, c'est une multiplication des échanges de marchandises et de capitaux. Mais si c'est ça, vraiment, il ne s'agit pas d'un phénomène nouveau. Mais ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation, quand même, a quelques caractéristiques nouveaux par rapport à ce qui était avant. Il y a des choses nouvelles qui se passent. Et je pense que ces nouveautés sont intimement liées à la nature des évolutions technologiques, à la nature des mutations technologiques
qui sont en cours. Bon, quelles sont ces nouveautés? Le premier aspect, je pense très très important, c'est ce qu'on appelle en économie la segmentation des processus productifs. Ça veut dire quoi? Vous prenez par exemple une entreprise comme Renault. Jadis, mis à part les matières premières qu'on importait, qu'on n'avait pas en France, on fabriquait tout sur place. Par exemple, à Billancourt. Voilà. Renault Billancourt, c'était l'endroit où on mettait les matières premières et après on fabriquait les voitures Renault qu'on vendait pareil. Aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des différentes pièces qui sont fabriquées dans différents endroits. Et après, ces pièces-là sont rassemblées ailleurs, dans notre monde. On a aussi autre chose même, c'est ce qu'on peut appeler le colonnage, en quelque sorte, donc, des processus productifs. Ça veut dire que vous allez avoir les mêmes voitures qui sont fabriquées à Billancourt, à peu près les mêmes choses, vous allez fabriquer ça au Maroc ou en Roumanie. Oui. Donc on a en quelque sorte les mêmes choses qui sont produites ailleurs. Bon, ce matin, à la radio, on citait la chancelière allemande qui disait nous fabriquons nos voitures plus aux États-Unis qu'en Allemagne. Oui, donc c'est quelque chose d'important. Le deuxième aspect par rapport à notre problématique, parce que bon, je vous ai dit que je suis économiste, mais je pense que je suis un économiste qui défend les intérêts des travailleurs. Et donc là, je présente les choses du point de vue des travailleurs. Voilà. Et donc, pour ce qui nous concerne, pour les travailleurs, ce qui est important par rapport à ces mutations, c'est ce qu'on peut appeler l'émergence d'un prolétariat global. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons avoir dans le monde entier des travailleurs dans tous les secteurs, à la fois des travailleurs, disons, le travail simple, mais aussi de plus en plus le travail qualifié partout dans le monde, ces travailleurs-là sont dans ces processus. Et ce n'est pas seulement, jadis, il y avait par exemple, je sais pas, les salariés de Renault qui étaient qualifiés plus ou moins, et après vous aviez par exemple des ouvriers agricoles au Maroc. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, par exemple, au Maroc, vous avez aussi des salariés qui produisent à peu près les mêmes choses que les salariés à Billancourt, les ouvriers à Billancourt. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau par rapport à ce qui se passait il y a quelques décennies, quelques siècles. Maintenant, un autre aspect important de cette mondialisation dont on parle, c'est la tendance à tout marchandiser. C'est-à-dire que cette phase du développement du capitalisme tend à ce que tout devienne marchandise. Bien sûr, on sait, dans le capitalisme, la force du travail est une marchandise. Mais maintenant, tout, l'air, l'eau, l'environnement, toute la santé, tout devient marchandise. Donc, ça fait l'objet donc des transactions. Et donc, dans ce cadre-là, apparaît un élément important, ce qu'on peut appeler des biens communs. Ça veut dire que dans ce monde où il y a de plus en plus d'interconnexions, il va y avoir des phénomènes nouveaux, il va y avoir des besoins de solidarité, de partage. Et c'est important, pourquoi? Parce que ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, en France, a un lien avec ce qui se passe dans les autres pays, et vice-versa. C'est-à-dire, nous, on ne peut pas penser que les problèmes en France pourront être réglés sans tenir compte des problèmes des uns et des autres. Voilà, ça, c'est un peu la problématique sur laquelle je travaille. Et donc, maintenant, le problème, c'est que si on veut sortir de cette mondialisation libérale, il faut avoir des perspectives. Et personnellement, je pense que ça ne vous étonnerait pas, je suis communiste, et je pense que la perspective de sortir de cette mondialisation capitaliste, c'est le communisme. Sauf que malheureusement, il y a l'échec de l'expérience soviétique. Et donc là, il faut vivre avec. Et donc il faut expliquer aussi pourquoi il y a eu
cet échec de socialisme soi-disant réel, et donc en quoi on peut construire une alternative au capitalisme sur la base de ce qui est quand même le marxisme et donc le communisme. Voilà, ça c'est un peu la problématique générale sur laquelle je vais dire des choses. Je vous disais tout à l'heure que j'étais responsable du secteur économique de la CGT. Je précise que ce que je dis n'engage pas la CGT. Donc, je parle ici à titre personnel. Donc, tout ça, c'est pour dire qu'effectivement, il est possible et nécessaire de construire une alternative à la mondialisation capitaliste, et cela implique le dépassement du système capitaliste pour bâtir une nouvelle civilisation fondée sur la paix, la solidarité et la fraternité entre les peuples. Ça va? Ça vous convient? Oui, très bien. Maintenant, le premier point, la première partie, c'est quelles sont les caractéristiques de la mondialisation en cours. Ce que j'ai dit de la mondialisation en cours, c'est-à-dire la mondialisation capitaliste, la mondialisation libérale. Je pense qu'un élément fondamental de cette mondialisation, c'est la mise en concurrence des systèmes socioproductifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à la fois la mise en concurrence des travailleurs. Lorsque vous dites on peut produire à peu près la même chose en France qu'au Maroc, qu'en Roumanie, ça veut dire qu'on a, les capitalistes ont la possibilité de mettre en concurrence les salariés français avec les salariés marocains et avec les salariés roumains. Ça veut dire ça. Donc il y a cette capacité pour les capitalistes de mettre en concurrence les travailleurs. Mais c'est aussi une mise en concurrence des systèmes de protection sociale et de l'environnement. Par exemple, on dit, voilà, les salariés en France ont l'habitude, on a, c'est les mots libéraux, ils ont l'habitude d'avoir, par exemple, 5-6 semaines de congés payés, alors qu'ailleurs, les congés payés, c'est 3 semaines. Donc, soit vous acceptez un peu de bénéfice, disons, de sacrifice, soit on va délocaliser. Donc, il y a une mise en concurrence des systèmes aussi de protection sociale. Et ça aussi concerne les normes concernant l'environnement. Mais dans tous les cas, lorsqu'on regarde un peu la stratégie des capitalistes, il s'agit, leur objectif est de profiter des écarts de développement et des écarts de niveau de vie pour justement tirer les normes vers le bas et pour améliorer la rentabilité du capital. C'est ça l'objectif des capitalistes. Donc cette mondialisation, avec tous ces aspects qu'on a évoqués, vise à améliorer la rentabilité du capital pour les capitaux et donc, à ce moment-là, tirer vers le bas les normes sociales et environnementales. Maintenant, un aspect extrêmement important de cette mondialisation capitaliste, c'est ce qu'on peut appeler une accumulation sans précédent du capital financier. Lorsqu'on dit le système capitaliste, ça veut dire donc qu'il y a le capital. Donc vous le savez, le capital a plusieurs formes. Et l'une des formes du capital, c'est le capital financier. Et ce qui est important, c'est que de plus en plus, nous avons un capital financier et donc qui s'accumule. Mais quel est le problème avec cette accumulation de capital financier? C'est la généralisation des normes de rentabilité des capitaux financiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque, par exemple, vous êtes dans une entreprise industrielle, et vous ne dites pas « je vais produire pour répondre aux besoins qui existent dans la société ». Vous dites « je suis obligé d'avoir un taux de rentabilité X, et en fonction de ça, je vais décider de produire ou de ne pas produire ». Ce que je dis, ce n'est pas de la théorie. Vous prenez par exemple dans l'actualité le cas Ford, dont on parlait dans les médias hier, aujourd'hui. C'est un exemple très concret de ça. C'est-à-dire que vous avez une entreprise qui peut vivre, qui peut produire, sauf que les actionnaires considèrent que l'entreprise n'est pas assez rentable. Et donc, ces normes de rentabilité sont définies justement
sur le marché financier et par les marchés financiers. Donc, par exemple, une entreprise qui, en France, doit respecter les normes de rentabilité qui sont, par exemple, expliquées ou définies à Wall Street, à New York. Vous voyez? Donc, c'est ça le problème. Et cette exigence de rentabilité s'applique dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Même si vous êtes une petite entreprise, si par exemple vous êtes une petite entreprise, vous voulez avoir des crédits bancaires, votre banquier vous demande le même taux de rentabilité que on demande aux actionnaires, que demandent les actionnaires des grands entreprises. C'est-à-dire que cette exigence de rentabilité s'applique à tous les niveaux, et y compris dans les entreprises publiques, et de plus en plus dans les services publics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les services publics sont considérés avec cet objectif de est-ce que c'est rentable ou non. Même dans l'éducation nationale, même dans la santé, on a cette préoccupation financière. Par exemple, lorsqu'il y a fermeture des hôpitaux, lorsqu'il y a fermeture de tel ou tel service, c'est parce qu'on dit, voilà, on regroupe, ça devient plus rentable. C'est un peu ça. La logique de rentabilité s'applique aussi, malheureusement, et de plus en plus, dans les services publics. Et bien sûr, la conséquence, c'est plus de souffrance pour le peuple, pour les populations. Là, je vous donne un exemple, peut-être très choquant, mais je pense que c'est très, très parlant pour bien comprendre la logique de cette mondialisation. On est à peu près 1,8 milliard de personnes, donc plus de 10% de la population mondiale, qui vit avec moins de 2 $ par jour. Ce qu'on appelle, entre guillemets, seuil de pauvreté. Donc il y a 1 milliard d'individus, à peu près, qui vivent avec moins de 2 € par jour. Pour que vous ayez une idée, le prix de billets de train pour venir de Paris jusqu'à ici, c'est 90 €. C'est 45 fois plus que soit avec quoi les gens vivent, disons 10% de la population vit par jour. Mais par rapport à ça, si vous prenez, et je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est seulement vraiment pour me faire comprendre, si vous prenez les subventions accordées aux vaches, dans l'Union européenne, c'est 2,5 $ par jour. C'est-à-dire que les vaches en Europe, excusez-moi de le dire comme ça, c'est très brutal, sont mieux traitées que 10% de la population mondiale. Et si vous prenez le Japon, c'est 7,5 $. C'est-à-dire que nous sommes dans une logique où, effectivement, la finance explique que, parce que c'est plus rentable, on traite mieux parfois les vaches que les êtres humains. C'est ça, la logique aberrante de ce capitalisme, de cette mondialisation capitaliste. Ça va? Bon. Maintenant, quels sont les acteurs et les vecteurs de cette mondialisation capitaliste? Je pense que ce point est extrêmement important pour le débat sur la mondialisation. Et l'actualité, par exemple, l'histoire de Ford, c'est ce point-là, c'est à mon avis, très, très parlant pour voir et comprendre ce qui se passe par rapport à Ford. Le premier acteur très important, c'est ce qu'on appelle les firmes multinationales. Les firmes multinationales, ça veut dire les entreprises, les grandes entreprises qui pratiquent dans plusieurs pays. J'ai cité le cas de Renault, c'est une firme multinationale, parce que dans plusieurs pays, vous avez d'autres exemples. Mais le problème, c'est qu'il ne s'agit pas seulement des grandes entreprises. Vous avez de plus en plus les petites entreprises et les moyennes entreprises qui sont des sous-traitants des grandes entreprises qui deviennent aussi des firmes multinationales. C'est-à-dire que, par exemple, Renault a ses sous-traitants et lorsque Renault délocalise, les sous-traitants de Renault délocalisent aussi. Et donc vous avez un élargissement des firmes multinationales. C'est pas seulement, il y a quelques décennies, c'était les grandes firmes. Lorsqu'on parlait des firmes multinationales, c'était des grandes firmes, des grandes entreprises. Aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises aussi deviennent multinationales. Parce que, effectivement, cette logique de segmentation s'applique partout.
deuxième acteur très important de cette mondialisation, c'est les États. C'est les États. Parfois, on nous dit, vous voyez, d'ailleurs, l'exemple justement de Ford, c'est très clair. On dit, voilà, l'État français a voulu faire, mais la firme a décidé autrement. Le problème, c'est que les États décident des choses. Par exemple, les États déréglementent. Et la déréglementation conduit justement à l'affaiblissement des États par rapport aux firmes multinationales. Donc les États décident des politiques qui les mettent en difficulté. Donc on ne peut pas dire que les États sont les victimes. Non, les États sont les acteurs. Mais de par leur politique, ils confortent un peu la situation et facilitent les choses pour les firmes multinationales. Vous prenez les exemples de, là aussi le cas de Ford, il y a eu des millions d'euros d'aide accordés à cette multinationale américaine. Mais pourquoi on accorde ces aides? Parce qu'ils viennent, par exemple, s'installer en France. Voilà. Donc, les États accordent des aides et des avantages pour attirer les capitaux. Après, on dit on est impuissant par rapport à ces... Et puis, troisième type important, donc des vecteurs de cette mondialisation, c'est les organisations internationales. Par exemple, le Fonds monétaire international, par exemple, la Banque mondiale, par exemple, la Commission de Bruxelles, et ainsi de suite. On nous dit, par exemple, voilà, en Europe, en France, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'on décide à Bruxelles. Sauf qu'on ne décide pas à Bruxelles comme ça. La Commission de Bruxelles émane de l'État, des États européens, et donc y compris de l'État français. Donc on ne peut pas penser, on ne peut pas dire qu'il y a des organisations internationales qui nous dictent des choses. Non, nous avons créé des institutions internationales sur la base, effectivement, de l'idéologie libérale. Ces organisations internationales proposent de déréglementer, de libéraliser, de privatiser, et ainsi de suite. Et donc là, ce genre de politique qui émane des États affaiblissent effectivement après le potentiel d'intervention des États par rapport à ces firmes multinationales. Ça va jusqu'ici? Donc à partir de là, je pense qu'on peut tirer 3 conclusions importantes pour l'action face à cette mondialisation libérale. La première conclusion, c'est que la mondialisation ne tombe pas du ciel. Donc, elle est le produit de l'action délibérée des êtres humains, à la fois les mutations technologiques et les choix politiques. Donc, de ce fait, le contenu de la mondialisation n'est pas immuable. Si on change de politique, on peut changer le contenu des processus en cours. La deuxième conclusion importante, c'est que la mondialisation n'est pas synonyme de la fin de l'État-nation. Non. Non. La mondialisation existe parce qu'il y a les États-nations. Mais ces États-nations et ces États configurent la mondialisation en cours. Bon, il y a, bien sûr, lorsqu'on regarde les firmes multinationales, même si c'est des entreprises qui sont présentes dans plusieurs pays, ils ont une base nationale. Le débat aujourd'hui entre KLM et Air France montre à quel point la base nationale est un enjeu important. Et deuxième élément, c'est que donc pour lutter contre la mondialisation capitaliste, il faut agir à plusieurs niveaux, du local au mondial, en passant par le régional et le national. Et la troisième conclusion importante, c'est que l'Europe et en son sein la France ne sont pas des victimes de la mondialisation libérale, elles se rangent parmi les architectes de cette mondialisation. Donc, lorsqu'ils viennent nous dire on veut faire, mais on ne peut pas parce que la mondialisation, parce que l'Europe, c'est un mensonge. Donc, il y a ça parce qu'il y a des politiques qui décident de ça. Voilà, c'est des 3 conclusions, à mon avis, importantes qu'on peut tirer pour aller plus loin. Ça va jusqu'ici, vous n'êtes pas fatigué? Donc j'en arrive donc maintenant à ma deuxième partie, c'est construire une alternative à la mondialisation capitaliste à partir de ce que je disais, ce qu'on peut appeler des communs. C'est-à-dire il y a des enjeux communs auxquels l'humanité tout entière
est confrontée. Pourquoi il est impératif de construire une alternative à cette mondialisation capitaliste? Je pense que l'élément le plus important, c'est ce qu'on peut appeler les perspectives démographiques. Parce que finalement, nous sommes des êtres humains. Et donc l'idée et l'objectif, c'est de répondre aux besoins des êtres humains. Et donc il est très important d'avoir à l'esprit ce qui va se passer, par exemple, d'ici une trentaine d'années. Là, c'est les projections des Nations Unies sur les évolutions démographiques qui sont pratiquement certaines. C'est-à-dire qu'à l'horizon de 2050, il est pratiquement sûr qu'il va y avoir, sauf catastrophe majeure, à peu près 10 milliards d'êtres humains sur cette Terre. Donc ce graphique, c'est quelque chose qui est très très parlant, et ce qui est quand même très très important pour nous, c'est que, par exemple, la population en Afrique va doubler. Oui, d'ici 30 ans. Et deuxième élément important, c'est que ce qu'on appelle les pays riches aujourd'hui, la population dans ces pays va diminuer. Par exemple, si on prend le cas de la France, jusqu'ici on disait la démographie en France est dynamique. Par exemple, au Japon, ce n'est pas le cas. Ça fait des années que la population et l'évolution démographique deviennent négatives. Et au Japon. En Allemagne aussi, ils ont un problème. Bon. Apparemment, en tout cas les dernières informations qu'on a lues la semaine dernière, montrent effectivement que la France commence aussi à avoir un problème démographique. C'est-à-dire que la démographie devient moins dynamique en France aussi. Donc on va avoir dans quelques années les mêmes problèmes, semble-t-il, d'après les statistiques, que connaissent par exemple le Japon et l'Allemagne. Voilà, ça c'est pas pour être alarmiste, mais c'est pour dire que voilà, ça c'est de la réalité. C'est-à-dire qu'on va avoir une population mondiale qui va passer de 8 milliards à peu près à 10 milliards, 2 milliards d'individus de plus, mais l'essentiel, ça va être dans les pays qui sont malheureusement aujourd'hui considérés comme des pays pauvres, alors que dans les pays riches, on aura donc un problème de démographie. Quelques données pour un peu clarifier les choses. On a actuellement à peu près 800 millions, ce que je disais tout à l'heure, d'individus, c'est-à-dire à peu près 10% de la population mondiale, donc, qui est dans la grande pauvreté, et donc qui n'arrive pas à manger à sa faim, et donc qui est analphabète. On a à peu près 2 milliards d'individus, c'est un tiers de la population mondiale qui n'a pas accès à l'eau potable. Nous avons tous les jours 16 millions d'enfants de moins de 5 ans qui sont morts chaque jour. 16 000, pardon. 16 000, pardon. Et puis nous avons aussi des problèmes d'accès aux santé, au transport, à l'énergie, et ainsi de suite. Et si on prend à côté de ça une réalité quand même très très importante, si on prend depuis le début du XXIe siècle, depuis 20 ans, donc la moitié la plus pauvre de la population mondiale a eu droit à 1% des richesses supplémentaires créées. La moitié, 1%. Et inversement, donc 1% les plus riches ont eu droit à la moitié des richesses nouvelles créées. Donc c'est ça le problème, c'est les inégalités donc, qui augmentent dans le monde. Ces données-là, ce n'est pas pour faire peur, c'est seulement pour montrer, illustrer, mettre en exergue l'ampleur des besoins qu'il faut satisfaire. Et donc, effectivement, à terme, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'espérance de vie augmente dans la plupart des pays, alors que dans les pays développés, la natalité n'est pas dynamique, ce que je disais tout à l'heure. La population va doubler en Afrique, et donc elle va baisser notamment en Europe et au Japon. Maintenant, lorsqu'on dit ça, il ne s'agit pas d'avoir une lecture malthusienne, alarmiste, catastrophiste de ces pays. Parce que parfois on dit ça. Est-ce qu'on peut nourrir 10 milliards d'êtres humains? Évidemment que oui. Parce que ces mêmes discussions, au début du XXe siècle, c'était à peu près les mêmes choses. On disait, on va passer de 1 milliard à 2 milliards. Est-ce que la planète
pourra nourrir 2 milliards, 2 fois plus. Voilà, ces débats-là ne sont pas nouveaux. Ces données-là, avec d'autres dimensions, existaient avant, on les a vues. Donc il ne s'agit pas d'avoir une lecture malthusienne et alarmiste. Mais il s'agit de dire qu'il y a des besoins nouveaux qui émergent par rapport à ces évolutions, et on peut répondre à ces besoins, et en répondant à ces besoins, on peut créer des activités nouvelles, des emplois, et ainsi de suite. Vous voyez, donc on peut prendre la chose positivement. Au lieu de dire négativement, on va avoir une catastrophe, on peut dire non, au contraire, il y a des besoins, et si on veut répondre à ces besoins, on peut créer des activités nouvelles, des emplois, et ainsi de suite. Maintenant, à partir de là, il y a une notion qui a été générée en quelque sorte dans les débats et dans les réflexions, notamment à la fin des années 90 et au début du XXIe siècle, c'est ce qu'on appelle les biens communs mondiaux. Les biens communs mondiaux, c'est quoi? C'est là, si vous regardez un peu ce qui s'écrit dans la littérature économique et politique sur ces questions-là, et vous allez rencontrer cette notion de biens communs mondiaux dans la plupart des écrits, y compris par exemple au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale, qui sont pourtant des organisations libérales. Donc je pense qu'il est important de définir ce qu'on entend par les biens communs mondiaux. En ce qui me concerne, je pense que le concept de biens communs mondiaux renvoie à une série d'enjeux qui concernent l'ensemble de l'humanité et l'ensemble de la planète. Et donc, dont le traitement nécessite de rompre avec la logique néfaste du capitalisme, de donner la priorité à la réponse aux besoins. Voilà. Et ces besoins-là s'expriment de plus en plus dans une perspective globale et de long terme. Par exemple, si vous prenez les questions de l'environnement, on voit que ça concerne l'ensemble de la planète et de plus en plus sur le long terme. C'est-à-dire, par exemple, le réchauffement climatique. Bon, malheureusement, on voit qu'il y a des éléments qui se confirment aujourd'hui, mais le réchauffement, les conséquences négatives vont être encore plus graves sur le long terme. Donc, ce sont des besoins de long terme qu'il faut avoir à l'esprit. Et troisième élément, ce sont des enjeux majeurs qui sont au cœur de ce qu'on peut appeler aujourd'hui la crise de la civilisation actuelle. Et donc, il faut traiter ces problèmes d'urgence, non seulement parce qu'ils sont au cœur de l'actualité, mais aussi et surtout parce que le traitement de ces problèmes est indispensable pour se préparer face aux enjeux énormes qui se présentent à l'avenir. Ça va? Maintenant, lorsqu'on parle des biens communs mondiaux, et lorsqu'on lit un peu les choses qui sont écrites sur ces aspects-là, il y a un quasi-consensus sur un certain nombre de sujets. Par exemple, tout le monde reconnaît que la pauvreté et les inégalités de toutes sortes, niveau de vie, égalité femmes-hommes et ainsi de suite, c'est des enjeux qui concernent l'ensemble de l'humanité. Donc, pratiquement tout le monde dit ça. Pratiquement. De la même manière, pratiquement tout le monde considère que les mouvements des populations, c'est quelque chose qui concerne l'ensemble de l'humanité. Tout le monde le dit. Bon. Troisième élément, par exemple, tout le monde dit qu'effectivement, mis à part Trump, par exemple, qu'il faut respecter et préserver l'environnement. Donc, tout ça, c'est des choses que tout le monde, plus ou moins, accepte. Mais, lorsque je dis consensus, ça ne veut pas dire accord sur les propositions et les voies et les moyens pour répondre à ces enjeux. Par exemple, si je dis qu'il y a consensus sur la pauvreté et les inégalités, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord qu'il faut réduire les inégalités, par exemple, en augmentant l'impôt sur les riches. Si vous prenez, par exemple, les débats en France, vous connaissez certainement ce qu'on appelle la, entre guillemets, théorie du ruissellement. C'est, bon,
En France, on commence à en parler, mais ce n'est pas nouveau. C'est, par exemple, dans les années, je me rappelle, ça ne me rajeunit pas, mais en tout cas, dans mes études universitaires, il y a 4 décennies de ça, on apprenait ça. C'était théorie de Rostov. Là, on reprend ça sous d'autres formes. C'est, si on veut que la situation économique s'améliore, dans un premier temps, il faut accepter que les inégalités augmentent. Pourquoi? Parce que les riches vont être plus riches. À ce moment-là, ils vont faire en sorte que leurs dépenses vont permettre qu'il y ait des emplois. Et donc, les autres, les pauvres, vont profiter finalement si les riches sont plus riches. Bon. Ça s'applique aujourd'hui en France. Sauf que ce n'est pas nouveau. Vous voyez, donc, lorsqu'on dit tout le monde, par exemple, tout le monde dit que les inégalités ne sont pas une bonne chose. D'accord? Mais sur la solution, on ne dit pas la même chose. Vous voyez, donc, lorsque je dis c'est important, lorsqu'on dit il y a consensus, ça ne veut pas dire qu'il y a accord sur les propositions. Donc, on voit qu'effectivement, derrière cette question de bien commun, il y a des enjeux de classe. Est-ce que il ne suffit pas seulement de dire on est pour la préservation de l'environnement, il faut dire comment on va préserver l'environnement. Il ne faut pas dire qu'on est contre la pauvreté, c'est comment on va lutter contre la pauvreté, et ainsi de suite. Mais, une fois qu'on ait dit ces 3 points, je pense qu'il y a 4 autres thèmes, à mon avis, majeurs, qui sont, à mon avis, des enjeux qui concernent l'ensemble de l'humanité, mais qui n'apparaissent pas dans les débats sur les biens communs mondiaux. Le premier aspect, c'est la dictature des marchés financiers. J'en ai parlé tout à l'heure. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir à l'esprit qu'on ne peut pas bâtir une nouvelle civilisation pour répondre aux besoins des populations si on accepte la dictature des marchés financiers. Ce qui s'est passé il y a quelques années en Europe est un exemple très clair. Ce qu'on a appelé la fameuse Troïka. Vous vous souvenez, en Grèce, par exemple, il y a eu une dictature. Il y a eu le Fonds monétaire international, la Commission de Bruxelles, ainsi de suite, et la Banque centrale européenne, qui ont dicté ce que les Grecs devaient faire. Bon. Ça, on ne peut pas. Le résultat, on voit. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de pauvreté, beaucoup plus d'inégalité en Grèce. Vous prenez un autre exemple, l'évasion fiscale. Pourquoi il y a évasion fiscale? C'est parce qu'effectivement, il y a le pouvoir des marchés financiers. Il y a le pouvoir des marchés. Pourquoi on dit qu'il faut supprimer l'ISF en France? On dit si on ne fait pas ça, les riches vont quitter la France. Donc derrière, c'est la dictature des marchés financiers. Et donc il faut lutter contre la dictature des marchés financiers. Le deuxième aspect, qui à mon avis est extrêmement important, c'est la monnaie. La monnaie, c'est quelque chose qui concerne l'ensemble de l'humanité. Et là, en l'occurrence, de façon beaucoup plus précise, il s'agit de l'hégémonie du dollar. Et vous vous souvenez qu'il y a quelques années, il y a eu un accord avec l'Iran sur l'histoire de l'arrêt de la prolifération des armes nucléaires en Iran. Sauf que les Américains ont décidé de sortir de ce traité. Et donc maintenant, qu'est-ce que les Américains disent? Ils disent, si les Européens ont des relations avec l'Iran, on va sanctionner les Européens. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils ont le dollar. Parce que le dollar, c'est la monnaie des Américains, mais c'est le problème des autres, en quelque sorte. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc il faut justement lutter contre cette hégémonie du dollar. Et c'est la même chose par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sur les conflits entre la Chine et les États-Unis, et ainsi de suite. Donc la question monétaire est quelque chose qui ne concerne pas seulement les pays concernés, ça concerne l'ensemble de la planète. Le troisième élément, qui est à mon avis extrêmement important, et on ne parle pas beaucoup, c'est la paix et le désarmement. Et là, dans l'actualité, vous voyez que ce qui se passe entre l'Inde et le Pakistan est très très parlant. L'année dernière, il y avait l'histoire de la Corée et des États-Unis. Aujourd'hui, c'est encore un autre exemple. Je pense qu'on a, je l'ai déjà dit,
il est extrêmement important qu'on soit préoccupé par le fait que la planète se réchauffe. Donc ça, c'est quelque chose de très préoccupant. Sauf qu'il faut savoir que, par exemple, les conséquences du réchauffement qui vont se produire dans 50 ans et tout ça, qui vont être malheureusement catastrophiques, il est possible que dans 50 ans, il n'y ait pas d'humanité s'il y a une catastrophe nucléaire. Là, on l'oublie. C'est-à-dire que vraiment, l'arsenal militaire et nucléaire qui existe sur la Terre, ça pourrait déclencher des catastrophes et vraiment l'humanité tout entière est menacée. Et là, on l'oublie. Et là, on l'oublie. Et surtout les nouvelles générations qui ont... Parce que dans le débat, ça n'existe plus malheureusement. Bon. Notre génération a connu l'histoire de la paix, des armements et tout ça. Il y avait des mouvements par rapport à ça. Ça n'existe plus. En tout cas, pas beaucoup. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Je pense que la question de la paix et du désarmement, c'est un enjeu majeur pour l'humanité. Donc il faut en parler. Il faut créer des mouvements pour justement aller vers le désarmement. Et puis, le dernier élément qui, à mon avis, est extrêmement important par rapport à ce qui concerne l'ensemble de l'humanité, et c'est l'avenir de l'humanité, c'est, je pense, le développement des services publics et d'une manière générale, le développement de ce qu'on appelle la sphère non marchande. Si vous n'êtes pas fatigué, je vais expliquer un peu plus ce point parce que c'est extrêmement important. Vous savez, je vous ai dit que l'une des caractéristiques de cette mondialisation, c'est que tout devient marchandise. Et lorsque vous dites qu'il y a une logique de marchandisation, ça veut dire que vous avez une logique privée. C'est ça. La marchandisation, ça veut dire ça. Ça veut dire que vous avez de l'argent, vous allez avoir droit à telle ou telle chose. Vous n'avez pas de l'argent, vous n'aurez pas droit à telle ou telle chose. Or, avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de partage. C'est-à-dire de sortir de ce schéma de marchandisation. Donc l'enjeu pour l'humanité, c'est comment on va développer un concept non marchand. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, on va répondre, l'exemple de vache que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on va répondre aux besoins des gens indépendamment de leur capacité financière, ou est-ce qu'on dépend aux besoins des gens en fonction de leur capacité financière? C'est très simple, c'est ça. Par exemple, aujourd'hui, on sait que pas mal de maladies peuvent être guéries, notamment en Afrique. On ne le fait pas parce que, entre guillemets, le marché n'est pas solvable. C'est ça. C'est-à-dire qu'on préfère, on laisse les gens mourir, pas parce qu'on ne peut pas les sauver, mais c'est parce qu'ils ne sont pas solvables. Voilà. Et donc, il faut sortir de ce schéma. Et donc, si on veut répondre à ces besoins, effectivement, il faut sortir de ces schémas. Donc, on voit que dans ce cadre-là, la question de la démocratie et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça devient l'élément fondamental. Et si on veut vraiment aller au-delà de ce qu'on disait tout à l'heure, si on veut dire non à la dictature du marché et ainsi de suite, il faut effectivement donner plus de droits au peuple. Et donc, là, je pense que 3 questions fondamentales apparaissent. Le premier, c'est, on a dit, quels sont les biens communs, comment on définit les priorités et comment on les produit, entre guillemets. C'est-à-dire, quelle est la finalité de l'activité économique? Est-ce qu'on produit pour répondre à l'exigence de rentabilité des capitalistes et des actionnaires, ou est-ce qu'on produit pour répondre aux besoins des populations? C'est une question fondamentale. La deuxième question, c'est comment on va s'organiser pour produire? Est-ce que, par exemple, on va, s'interroger sur les conditions de travail, par exemple, sur le temps de travail, sur le travail des enfants, sur le respect de l'environnement, et ainsi de suite. Et puis, comment on finance ces activités-là? Et après, troisième question, c'est comment
on va partager ces biens? Comment on va partager ces biens? Voilà. Et donc, ces questions-là, je pense, ne peuvent pas être déléguées aux seuls États, c'est-à-dire dans une approche bureaucratique, et aux seules institutions internationales, comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Commission de Bruxelles, et ainsi de suite. Non, ce sont les peuples qui doivent justement avoir des droits pour parler donc, de cela. Donc, autrement dit, ces questions-là deviennent l'affaire de tous les citoyens. Le mouvement de Gilets jaunes qu'on voit aujourd'hui en France, c'est un peu ça. C'est-à-dire que les gens disent, nous voulons avoir droit au chapitre. Nous voulons dire ce que nous devons faire. Et donc on voit qu'effectivement, dans ce cadre-là, la démocratie devient le facteur clé de changement. Maintenant, lorsqu'on dit ça, vous n'êtes pas fatigué? Parce que si vous êtes fatigué, ce n'est pas la peine de le faire. Donc, lorsqu'on dit démocratie, d'habitude, on dit démocratie, par rapport à la démocratie, on a une vision plutôt politique. C'est vrai. Par exemple, on voit qu'il y a un enjeu qu'on appelle par exemple la 6e République en France. Il y a un problème de démocratie au sens politique. Mais je pense que lorsqu'on parle de la démocratie, il s'agit aussi et surtout de la démocratie au sein des entreprises. Si on dit que les firmes multinationales et les entreprises, y compris les PME maintenant, se rangent parmi les acteurs et les vecteurs de la mondialisation, à ce moment-là, la démocratie, c'est aussi une affaire dans l'entreprise. Et donc comment, par exemple, les salariés et leurs représentants ont des droits d'intervention sur les choix des entreprises. Et notamment lorsqu'il s'agit, par exemple, des firmes multinationales. Mais il s'agit aussi, donc, de la démocratie au sens classique, c'est-à-dire au sein des États-nations, et ce qu'on a vu et ce qu'on voit. Et puis aussi, bien sûr, la démocratie au sein des institutions multilatérales. Là, par exemple, on sait que lorsqu'on regarde les Nations Unies, quand même, les grandes puissances ont beaucoup plus de pouvoir que les petits, entre guillemets, les petits peuples. Donc ça, c'est un problème de démocratie au sein de ces institutions. Maintenant, si vous n'êtes pas fatigué, j'ai une troisième partie qui concerne plutôt et surtout l'approche, entre guillemets, communiste par rapport à ces questions-là. Parce que, jusqu'ici c'était communiste, mais ça devient un peu plus communiste, pour ainsi dire. Je peux y aller. C'est pour ça qu'on est venu. Voilà. Et donc, je pense que, au-delà de ce qui est donc la communauté d'intérêt des travailleurs, de tout le monde, ce qu'on dit, on a besoin d'une approche de classe pour aborder ces questions. Mais pourquoi une approche de classe? Parce que je vous disais que, donc, au départ, j'ai dit l'un des aspects importants de cette mondialisation, c'est la segmentation des processus productifs. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a les salariés, les travailleurs dans les différents pays qui ont à peu près les mêmes problèmes, qui sont à peu près face aux mêmes patrons. Et cela, malgré les différences de langue, de culture, malgré les différences au niveau de vie, et ainsi de suite. Et donc, je pense que cette mondialisation, contrairement à ce qu'on pense, met en exergue la pertinence de l'insistance des marxistes sur la solidarité internationale des travailleurs. Je pense que plus que jamais, ce message marxiste de solidarité internationale des travailleurs est d'actualité. Et cette solidarité n'est pas simplement, et n'est plus simplement, une affaire de solidarité affective, mais il s'agit d'une solidarité de fait, liée au processus productif. Et je pense que vous l'avez peut-être déjà vécu. Et on avait, surtout dans le mouvement ouvrier, une tradition qui est noble, et d'être solidaire de nos frères dans les autres pays. Mais c'était vraiment une solidarité affective, en quelque sorte. Et on était solidaire de nos frères. Sauf que je pense qu'aujourd'hui, si on veut garder l'emploi en France, si on veut garder nos salaires en France, si on veut garder notre protection en France, protection sociale en France, on a
l'obligation de défendre les intérêts des autres travailleurs dans les autres pays. On ne peut pas vivre en France indépendamment de ce qui se passe au Maroc, en Iran, en Roumanie, et ainsi de suite. On ne peut pas. Donc aujourd'hui, la défense des intérêts des travailleurs en France passe par la défense des intérêts des travailleurs dans les autres pays. Et donc là, vraiment, c'est quelque chose de très clair. Vous prenez l'histoire de KLM et Air France, c'est quoi? L'histoire de KLM et Air France, c'est que les Néerlandais, ils disent, nous avons fait des efforts, entre guillemets des efforts, ça veut dire moins de salaire, et, voilà. Et le résultat, c'est que l'entreprise fait plus de profit. Voilà. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils demandent? C'est que les salariés français... voilà. Et donc, on ne peut pas. Vous voyez, donc, si on veut défendre les intérêts des salariés en France, aujourd'hui, en l'occurrence à Air France, il faut défendre les intérêts des salariés de KLM. On ne peut pas. Sinon, on ne peut pas. Donc aujourd'hui, la question de solidarité internationale des travailleurs, ce n'est pas seulement un problème de solidarité fraternelle. C'est vraiment la solidarité de fait. C'est pour avoir nos droits, pour avoir notre salaire que nous avons besoin de défendre les intérêts des autres travailleurs. Et bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe effectivement? C'est que, je vous disais tout à l'heure, les firmes internationales mettent en concurrence les salariés dans les différents pays. Donc, il y a une surexploitation des travailleurs dans les pays, par exemple, sous-développés, mais la contrepartie de cette surexploitation, c'est la précarité, la souffrance, etc., dans les pays donc, aussi développés. Voilà. Et donc, si on est conscient de cette réalité que la défense de nos intérêts passe par la défense des intérêts d'autres travailleurs, là, nous avons une base réelle et solide, justement, donc, de mobiliser autour de nos forces. Mais ça nécessite effectivement que nous soyons clairs un peu sur les choses que nous voulons revendiquer. Je donne un exemple pour que les choses soient claires, si vous n'êtes pas fatigué. C'est la question de la compréhension par les travailleurs que dans une économie mondialisée, les travailleurs ont des intérêts communs. Parfois, c'est difficile. Vous voyez, par exemple, vous êtes dans une entreprise qui délocalise. D'accord? Moi, je l'ai vécu dans mon activité professionnelle. Qu'est-ce qu'il faut dire aux gens? Ils ont, à juste titre, ils veulent leur emploi. C'est clair. Mais en même temps, parfois, y compris dans le mouvement ouvrier, il y a cette idée que c'est les salariés des autres pays qui ont volé notre emploi. Donc il y a cette mise en concurrence des travailleurs. Alors que la réalité, et il faut expliquer, si on ferme l'entreprise, cette usine ici, et si par exemple on délocalise en Chine, c'est que votre capitaliste qui vous exploitez aujourd'hui va exploiter les Chinois. Ça, c'est difficile d'expliquer. Je l'ai vécu moi-même. Mais il faut l'expliquer. Il faut vraiment arriver à l'expliquer. Voilà. Et donc, je ne vois pas d'issue. La seule issue, c'est qu'on explique ça, bien sûr, effectivement, de créer des rapports de force pour expliquer ça. Pour me faire comprendre, je donne un deuxième exemple, qui est la question des profits qui sont réalisés au sein des firmes multinationales. Si vous prenez le cadre du CAC 40, les entreprises du CAC 40, vous avez certainement vu, ces entreprises-là ont versé 57 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires l'année dernière. Lorsqu'on discute avec, par exemple, les responsables politiques, ils disent, mais ils n'ont pas tort, à vrai dire. L'essentiel de ces profits sont réalisés à l'extérieur, pas en France. Ce sont des entreprises françaises, mais l'essentiel de leurs profits sont réalisés à l'extérieur. Et donc, c'est une réalité. Maintenant, qu'est-ce que nous, je dis en tant que du point de vue des travailleurs, qu'est-ce qu'on doit dire?
Bien sûr, on dit, et on a raison de dire qu'il faut augmenter notre salaire. Mais si on dit qu'il faut augmenter notre salaire, et si on oublie que l'essentiel de ces profits sont issus de la surexploitation des autres travailleurs, ça veut dire que nous voulons notre part dans la surexploitation des travailleurs des autres pays. Ça peut pas être politique des travailleurs. Donc, si nous voulons être vraiment dans l'intérêt des travailleurs, nous devons dire, nous voulons aussi que le salaire augmente dans les autres pays. Je prends un exemple très concret. Si par exemple vous avez une entreprise comme Renault qui fabrique aujourd'hui des voitures en Roumanie et donc qui fait des profits sur le dos des salariés roumains, nous devons par exemple dire, voilà, les profits de Renault viennent aussi de la surexploitation des salariés en Roumanie. Et donc, de la même manière que nous voulons hausse de salaire en France pour les salariés de Renault, de la même manière, nous exigeons hausse de salaire pour les salariés roumains qui travaillent dans les entreprises de Renault en Roumanie. Vous voyez, c'est autre chose, c'est une nouvelle problématique, à mon avis, qui mérite d'être un peu plus réfléchie, un peu plus travaillée, y compris au sein du mouvement ouvrier. Voilà. Donc ça, c'est un peu, c'est pour vous donner deux exemples concrets de comment on efface des enjeux nouveaux et qui nous invitent à réfléchir un peu plus. Voilà, c'était un peu ce que je voulais dire. Je vous remercie de votre attention